Bonjour à tous. Bienvenue au CRDP, à la matinée de la justice du CRDP. On a pris un peu de retard, on a eu des problèmes techniques, alors je m'en excuse. C'est toujours comme ça depuis la pandémie. On s'améliore, mais malgré tout, il y a toujours des pépins qui arrivent. Alors, encore une fois, désolé. Avant tout, il est de mise de reconnaître que cet événement a lieu sur un territoire non cédé. Je dis ça, j'espère que cette reconnaissance-là qui de plus en plus se fait entendre, va participer à la réparation de torts historiques dont les effets se font encore sentir aujourd'hui. Aujourd'hui, justement, on va parler d'abolitionnisme, sauf qu'on ne peut pas concevoir l'abolitionnisme sans avoir en tête ces effets-là. On va parler d'abolitionnisme, mais dans le fond, on va parler quelque part, le thème, c'est sur le traitement différentiel des individus, puis le goût de nos sociétés pour la punition. C'est un peu ça. Enfin, voilà. Alors, c'était mon mot d'accueil. Je vais enchaîner pour vous dire que c'est un immense plaisir de recevoir avec nous Gwenola Ricordo. Étant donné qu'on a eu des petits problèmes techniques, je vais vous la présenter de façon technique. Non, mais oui, Alors, c'est un immense plaisir de recevoir Gwenola Ricordo ici au CRDP dans le cadre de cette matinée de la justice. Elle est de passage à Montréal pour une série d'activités d'information et de formation. Alors d'ailleurs, je vais mettre dans le fil de discussion les liens pour que vous puissiez suivre ou participer à ces événements. Ce soir, elle va participer à une classe de maître à l'UQAM, organisée par l'école de travail social et la professeure Jade Bourdage. Et demain, demain soir à 18 h, elle va être au Atomic Café sur Sainte-Catherine pour une activité organisée par le CATS, le Comité autonome du travail du sexe. Alors, vous allez voir les liens bientôt dans le chat. Puis je vous invite donc à suivre ces événements-là. Voilà. Gwenola Ricordo est professeure au département de sciences politiques et de justice criminelle à la California State University. Elle est une sociologue féministe et militante qui s'intéresse à l'impact du système carcéral sur les femmes. Elle est l'autrice de deux merveilleux livres que je vais vous présenter, donc Crime et peine, qui est un recueil qui présente les principaux penseurs européens de l'abolitionnisme. Alors, c'est merveilleux qu'elle nous donne ça, qu'elle nous mette ces textes-là à la disposition Puis, elle est aussi l'autrice de Pour elles tous, oui, publié chez Lux. Puis, alors, ces deux ouvrages merveilleux. J'invite tout le monde à les consulter. C'est pour moi c'est une lecture essentielle, puis je pourrais dire au même titre que les ouvrages de Didier Fazin. Alors, c'est quelque chose que les gens du domaine devraient lire, à mon sens. Voilà. Je n'aurais pas été un bon hôte si je n'avais pas invité Mylène Jacou pour se joindre à nous à cet événement. Parce que vous savez, Mylène Jacou elle est, oui, elle est professeure, elle est membre, premièrement, du CRDP, hein, on va dire. Elle est professeure à l'École de criminologie de Montréal. Ses recherches portent sur les politiques et les pratiques alternatives en matière de justice pénale, puis ainsi que sur l'analyse des rapports entre l'administration de la justice pénale et les Premières Nations et les Inuits du Québec. Alors, je crois que ces deux personnes-là devaient se rencontrer parce qu'ils vont pouvoir dialoguer ensemble. Voilà. Alors, avant de laisser la parole à nos professeurs, je voulais dire un truc, un mot pour, en quelque sorte, dire l'état d'esprit dans lequel j'étais lorsque j'ai pensé à cette activité. Il semblerait que le thème de l'abolitionnisme est de plus en plus suscite un regain d'intérêt. On retrouve de plus en plus d'ouvrages qui portent sur des sujets connexes ou chers aux abolitionnistes. Puis les maisons d'édition, comme en France, il y a, on va dire, Divergence, La Fabrique,
Au Québec, il y a Luxe, Éco-Société, mais Rue d'Orion. Aux États-Unis, il va y avoir Seven Story, A-Market, Verso Books, California Press. Alors, il y a beaucoup de l'université, la presse de l'Université Columbia, qui vont publier des livres qui mettent ça en valeur. Alors, donc, puis ce regain d'intérêt-là, j'ai l'impression pour l'abolitionnisme, va être pluriel. Hein. Il va porter sur les abolitionnistes, je pense qu'il faut le dire comme ça. Premièrement, l'abolition de la prison. Hein, c'est donc des gens qui vont s'opposer à l'incarcération, à différentes formes de carcéralité. On parle de l'incarcération des mineurs ou des migrants. Il y a aussi on va parler aussi de l'abolitionnisme pénal, en fait, des gens qui vont s'opposer à la criminalisation de certaines catégories de personnes ou à la pénalisation des conflits. Puis ensuite, il va y avoir le terme qu'on retrouve, c'est l'abolition de la police, qu'on trouve à travers le thème du définancement, évidemment. Alors, donc, paradoxalement, si il y a des personnes, des ouvrages qui s'intéressent à ça, ça reste, je pense que la pensée abolitionniste reste assez marginale. Puis, pour le commun des mortels, je pense que c'est assez contre-intuitif. Alors, peut-être qu'on va devoir parler de ça. Puis, surtout paradoxalement, c'est que alors, malgré que ça soit marginal et contre-intuitif, ben, j'ai l'impression qu'il y a comme des éléments de la pensée abolitionniste ou des critiques des institutions carcérales ou pénales qui ont fait leur œuvre ou qui ont traversé ou qui ont pénétré des institutions pénales, justement, qui, en quelque sorte, se sentent le besoin de réagir. Alors, par exemple, la police de Longueuil a avancé vouloir mettre sur pied la création a avancé vouloir créer des brigades mixtes et le SPVM dit vouloir former ses policiers à la police communautaire. Le Service correctionnel du Canada, à travers un programme et des partenariats, veut permettre aux délinquants, c'est leur terme, de vivre des expériences de justice réparatrice, puis intégrer ça à un processus de réhabilitation. Le ministre de la Justice fédérale, lui, propose des modifications au code criminel qui, selon lui, devraient remédier aux inégalités auxquelles sont confrontés les Autochtones ainsi que les personnes noires et racialisées dans le système de justice. Alors, tout ça là, pour dire que on nage là-dedans. J'ai l'impression que ce thème de l'abolitionnisme-là, même s'il reste marginal, traverse notre société, est un peu est dans l'air du temps. Alors donc, j'aimerais qu'on en discute aujourd'hui avec des spécialistes, parce que moi, je ne suis vraiment pas ça, un spécialiste de ça. Alors, j'ai invité Gwenola à commencer. Je dirige la caméra vers toi. Alors, merci à tous. Merci à toi, Sylvain, pour cette présentation. Et puis, surtout, merci pour cette invitation, la possibilité de discuter avec Mylène. Ça me réjouit beaucoup parce que donc moi, je suis originaire de France. Ça fait quelques années que je suis installée aux États-Unis. Mais c'est vrai que, vu de France, on pourra peut-être y revenir plus tard, hein, mais j'ai longtemps eu cette impression que se pensait au Canada des choses qui me paraissaient particulièrement avancées, notamment du point de vue des réflexions autour de la réconciliation, comment résoudre les torts commis à l'égard des populations autochtones. Et du coup, ça a été comme beaucoup de première génération d'abolitionnistes, une source d'inspiration sur laquelle j'ai pu revenir de manière un peu plus critique par la suite. Mais du coup, j'ai toujours eu cet intérêt au début de mon parcours d'abolitionniste pour ce qui pouvait se penser au Canada et puis plus largement, c'est vrai, en Amérique du Nord, notamment à partir de la question de la colonisation de peuplement des terres des populations autochtones et amérindiennes. Alors, on est parti sur l'idée que j'avais une petite trentaine de minutes de parole. Je veux bien que vous me fassiez signe au bout d'une vingtaine de minutes, merci. Et ce que je voudrais partager avec vous, c'est quelques idées à partir de mon travail, à partir aussi de mon militantisme, du fait que je me définis comme militante abolitionniste. Et je vais du coup
parler un petit peu d'abord en généralité de qu'est-ce qu'on peut entendre par cette expression d'abolitionnisme pénal, d'abolitionnisme au pluriel. Je vais ensuite essayer de vous dire brièvement comment j'essaie d'inscrire mon travail universitaire, mes recherches, dans ce champ de réflexion et ce champ politique qu'est l'abolitionnisme. Et puis, en dernier temps, j'essaierai aussi d'esquisser ce qui, aujourd'hui, à mon avis, constitue des enjeux pour les réflexions abolitionnistes et les mouvements politiques. Et du coup, pour commencer sur quelques généralités sur l'abolitionnisme, vous avez peut-être déjà noté que j'ai un petit peu ce type de langage de dire réflexion et mouvement politique quand je parle d'abolitionnisme. Et c'est effectivement quelque chose qui est extrêmement important lorsque on parle de manière générale de l'abolitionnisme. C'est d'avoir à l'esprit qu'il y a des va-et-vient entre le champ des idées, le champ académique, et puis le champ politique, le champ militant, et que ces va-et-vient nourrissent l'avancée des réflexions abolitionnistes et des stratégies abolitionnistes, qu'il n'y a pas deux champs séparés, mais qu'il y a au contraire des champs qui se nourrissent mutuellement et qui avancent ensemble. C'est aussi une façon de dire qu'il faudrait sans doute parler d'abolitionnisme au pluriel. Et vous verrez qu'il y a plein de raisons pour lesquelles il faudrait parler des abolitionnismes, mais par facilité de langage, moi comme d'autres, je vais continuer à dire abolitionnisme au singulier, mais cette idée qu'il y a des abolitionnismes, elle est extrêmement importante parce que Sylvain l'a déjà esquissé, mais lorsqu'on regarde comment depuis, en gros, le milieu des années 70, les personnes qui se revendiquent ou qui se reconnaissent dans l'étiquette d'abolitionnisme, quand on regarde le travail politique, les réflexions qu'ils ont et qu'elles ont nourries, on voit qu'il y a des vagues. Il y a des vagues, alors on pourrait discuter la chronologie, mais il y a une succession de réflexions et il y a aussi des angles d'approche. La définition de cible, on pourrait dire, même qui évolue à travers le temps. Et la toute première génération d'abolitionnisme, la toute première génération d'abolitionnistes qui se constitue au milieu des années 70, de part et d'autre de l'Atlantique, donc en Amérique du Nord et en Europe, est essentiellement constituée par des gens qui veulent remettre en cause fondamentalement l'enfermement carcéral, et pour qui donc la cible principale, c'est la prison, le système carcéral. Et ce qu'on observe, c'est au fur et à mesure du temps, et dès les années 80, une reformulation de la cible de l'abolitionnisme qui devient davantage le système pénal, et donc toutes les différentes institutions qui constituent le système pénal. Et puis, si on avance encore dans le temps, et ça semblera sans doute assez familier à beaucoup d'entre vous, vous avez certainement entendu tous les mouvements autour de l'abolition de la police, et donc notamment dans le sillage du meurtre de George Floyd et des mobilisations de Black Lives Matter aux États-Unis. Et du coup, vous voyez, on peut déjà esquisser des formes de reformulation au fur et à mesure du temps, des façons différentes pour les mouvements abolitionnistes et les militants abolitionnistes de penser quelle était réellement leur cible. Et évidemment, cette reformulation de ce que devrait être la cible de l'abolitionnisme pénal va avec des reformulations autour des stratégies. Et en gros, les réponses données à la question « Comment procède-t-on à l'abolition, que ce soit des prisons, du système pénal ou de la police ?» Et chaque génération a eu ses propres réponses à cette question de la stratégie, avec évidemment des débats, des tensions, des stratégies qui peuvent être récurrentes, mais des questions qui reviennent comme que faire des approches réformistes, peut-on faire l'économie de toute réforme pour abolir les prisons ou le système pénal. Bref, j'ai commencé
cette présentation de l'abolitionnisme de façon très générale en vous disant que finalement, lorsqu'on essaie de saisir ce qu'est l'abolitionnisme, on a affaire à quelque chose qui n'est pas homogène, qui est parfois même difficile à saisir parce qu'il y a des tensions, il y a des divergences, il y a des débats. Mais pour éviter d'avoir quand même une impression d'éclatement total de ce dont on parle, il faut dire qu'il y a quand même un fil conducteur parmi les réflexions abolitionnistes, les mouvements abolitionnistes. C'est, je dirais, l'idée que le système pénal ou les prisons ou la police ne dysfonctionnent pas, hein, et au contraire fonctionnent ce pourquoi elles ont été conçues, hein. Et avec l'abolitionnisme, on a une rupture à l'égard du discours qui est le discours que l'on entend le plus fréquemment, comme quoi ces institutions ont des dysfonctionnements et que ces dysfonctionnements pourraient être l'objet de réformes, hein. Et donc, la rupture au cœur du projet abolitionniste vient d'une critique du caractère réformable de ces institutions, hein. Et c'est bien pour ça que l'on parle d'abolitionnisme et non pas de mouvement réformiste du système pénal ou des prisons ou de la police. Donc, pour résumer un petit peu ce premier point, on a affaire à un champ de réflexion, à des mouvements politiques, finalement relativement variés, hein, sur l'échelle du temps, là, depuis le milieu des années 70. Mais on a quand même toujours au cœur à la fois de ces réflexions et de ces mouvements politiques une rupture avec les mouvements réformistes et cette idée qu'on aurait affaire à un système qui serait simplement dysfonctionnel par certains de ces aspects. Alors, c'est dans ce champ-là, à la fois ce champ d'idées et ce champ politique, que moi je me situe depuis maintenant une bonne vingtaine d'années, puisque c'est aux environs de l'an 2000 que je suis devenue abolitionniste, et que j'ai décidé de poursuivre des études doctorales. Donc, j'ai fait mon doctorat en sciences sociales en France, et j'ai d'abord travaillé sur la question des proches de personnes incarcérées, car j'avais à la fois moi-même des proches incarcérés et aussi cette intuition extrêmement forte que la prison concernait certes les personnes qui sont enfermées, mais aussi leurs proches et des pans entiers de la société, hein, les populations à la fois essentiellement issues des couches populaires, des personnes racisées, des personnes issues de l'histoire de l'immigration ou de l'histoire coloniale, et que du coup, en tant que militante abolitionniste, il me semblait important de porter une critique radicale de la prison au-delà des simples murs, au-delà simplement de ce que fait la prison à ceux qui sont enfermés, mais de questionner en fait ce que fait la prison à l'ensemble de la société. Et en posant cette question-là, hein, ce que fait la prison à notre société, ben en fait, on arrive à une autre question qui m'a par la suite beaucoup occupée, c'est que fait la prison aux femmes en particulier, hein, que peuvent attendre les femmes de l'existence même de la prison, que peuvent attendre les femmes de l'existence du système pénal. Et donc, ça a été l'objet à vrai dire, mon second livre, donc vous avez peut-être aperçu là, si oui, c'est bon. L'angle de la caméra. Okay. Et donc, je suis passée d'une réflexion sur les proches de personnes incarcérées à une réflexion plus générale sur les femmes et le système pénal. Et pour dire les choses un petit peu autrement, comment réfléchir en féministe au système pénal. Et donc, avec toute une série de questions, hein, quelle protection les femmes peuvent-elles attendre du système pénal, au-delà de la critique de l'impunité des auteurs de violences à caractère sexuel, hein, mais la prison et le système pénal nous protègent-ils?
Et puis, ensuite, quelles sont les formes spécifiques de criminalisation faites aux femmes? Et puis, question qui était donc déjà là dans mon travail de thèse, que fait la prison aux proches des personnes criminalisées? Étant entendu, c'est une remarque que vous avez déjà sans doute entendue, hein, mais que lorsque on parle des proches de personnes incarcérées, on parle beaucoup de femmes parce que dans la société dans laquelle nous vivons, on attend davantage de solidarité des femmes que des hommes. Et donc, comme que ce soit l'incarcération ou tout autre événement grave de la vie, des épreuves telles que la maladie, c'est souvent aux femmes que l'on demande du travail de care, du travail de solidarité. Et donc, moi, je réfléchis en termes de coûts sociaux, de coûts financiers, matériels, émotionnels qui reposent sur les femmes. Donc, réfléchir sur les proches, réfléchir sur les femmes, essayer de porter une analyse féministe du système pénal. Et puis, mon dernier livre, comme Sylvain l'évoquait, c'est un retour sur des auteurs qui constituent, à mon avis, des précurseurs, des pionniers des réflexions abolitionnistes qui étaient pas accessibles en français. Et je trouve que c'est important d'un point de vue militant, mais aussi académique, de faire circuler des textes, de les rendre accessibles. Il y a un vrai enjeu qu'est-ce qui est accessible en langue française. Et je pense qu'au Canada, c'est une question sur laquelle vous réfléchissez beaucoup. Mais c'est vrai que vu de France, c'est aussi un enjeu dans un champ des idées qui est quand même beaucoup dominé par des écrits en langue anglaise. Donc, ça me semblait extrêmement important de contribuer à ce travail-là autour de trois auteurs qui m'ont personnellement beaucoup accompagnée dans mon parcours intellectuel et militant, pour les avoir beaucoup lus et avoir beaucoup été nourrie de leurs réflexions. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais juste pour vous dire un petit peu qui ils sont. Il y a dans ce livre Niels Christie qui a écrit un texte qui s'appelle « À qui appartiennent les conflits ?» et qui est à mon sens vraiment très lumineux pour continuer à réfléchir, continuer à pousser l'imagination abolitionniste, puisqu'il fait une critique de la manière dont les conflits sont volés, et c'est bien le terme qu'il emploie, par des voleurs de profession, que sont toutes les personnes qui travaillent dans le système pénal et qui donc nous dépossèdent de nos conflits. Et Niels Christie est un grand partisan de toutes les formes de déprofessionnalisation. Donc, c'est vraiment un type de réflexion qui peut nourrir à la fois les approches du système pénal, mais aussi des approches, par exemple, de la santé. Que fait la professionnalisation à nos vies? Et puis, dans ce livre, il y a aussi Luc Hulsmann, qui a beaucoup critiqué le concept même de crime et les préjugés auxquels le concept de crime est associé, notamment cette idée de la responsabilité et de la punition. Il nous dit souvent qu'il est dur de se départir de l'idée que la punition devrait être la réponse donnée à un tort, à un dommage. Et il nous invite davantage à réfléchir en termes de situations problématiques, et donc de se départir des catégories qui sont celles du droit. Et puis, il y a une autrice à côté de Niels Christie et Luc Hulsmann, qui est Ruth Morris, originaire des États-Unis, mais qui a passé l'essentiel de sa vie au Canada, et qui, dans ce texte, écrit sur les besoins des victimes. Et c'est aussi, à mon sens, extrêmement important de l'avoir dans ce livre, parce que très souvent, les gens qui ne connaissent pas l'abolitionnisme, ils ont tendance à penser que l'abolitionnisme se désintéresse des victimes.
Alors qu'au contraire, il y a beaucoup de militants ou de personnes qui se situent dans le champ des idées qui sont venus à la question de l'abolition du fait d'une critique de la manière dont les victimes ne peuvent pas voir leurs besoins être répondus de façon adéquate par le système pénal. Hein. Du coup, des formes de maltraitance par le système pénal. Et il me reste combien de temps ? 7, 8 minutes. Ok, ça marche. Bref, c'était une façon de rappeler que oui, la question des victimes n'est pas une question ignorée par les abolitionnistes, mais qu'au contraire, réfléchir à quels sont les besoins des victimes, c'est un aiguillon, je ne sais pas si c'est un terme que vous employez, un aiguillon, une incitation forte à réfléchir en dehors du système pénal à des manières de faire mieux, et de faire mieux notamment pour les victimes. Alors, quelques mots sur la manière dont moi, je pourrais voir un peu quels sont les enjeux contemporains, qu'est-ce qui se pose comme question aujourd'hui à la fois aux militants, militantes abolitionnistes, au mouvement en général. Tout d'abord, il y a la question, encore une fois, stratégique de quelle est la voie pour abolir le système pénal, quelles sont nos options. Et je suis beaucoup moins optimiste que ce que tu pouvais laisser entendre, Sylvain, tout à l'heure. Je pense qu'effectivement, on assiste aujourd'hui à des formes par le système pénal, un petit peu partout, en tout cas dans l'espace occidental, à des formes de réponse aux attaques radicales, aux critiques qui sont faites. Mais je ne vois pas un réel changement de nature. En fait, je vois des adaptations, des réponses, par exemple, aux critiques largement faites sur le traitement des victimes, hein, donc l'entrée, la prise en compte des droits des victimes, par exemple, me paraît être un moyen pour le système pénal de justifier sa propre existence, mais je ne vois pas ça comme une forme d'incorporation des critiques abolitionnistes du système pénal. Et je pense que Mylène aura sur la question de la cooptation, de la récupération des analyses plus spécifiques, notamment sur le Canada. Mais moi, ce que je vois, alors à la fois un petit peu en France et aux États-Unis, c'est aussi comment la justice dite restaurative ou réparatrice a donné lieu à l'expansion d'un champ professionnel et d'un champ qui, bien que souvent se présentant comme non-profit, je ne sais pas comment vous dites ici, un champ qui est censé reposer beaucoup sur à la fois des bénévoles et puis c'est censé être un secteur qui n'est pas profitable. En même temps, on a affaire à toute une série d'institutions, d'entités qui finalement font vivre des gens sur cette activité de la justice restauratrice et de la justice réparatrice, et que pour les abolitionnistes, à mon sens, il y a la nécessité de bien tracer une ligne entre ce qu'est une approche abolitionniste et ce qui relève encore du système pénal et de formes d'extension du système pénal. Et que une des critiques ou une des préoccupations que l'on peut avoir avec le développement de la justice réparatrice ou de la justice restauratrice, c'est une extension du filet pénal et le fait que de plus en plus de personnes, finalement, vont être l'objet de mesures qui sont par nature moins punitives que les mesures d'incarcération ou des mesures type amende financière, etc., mais qui restent quand même de l'ordre de la gestion par le système pénal de situations, problèmes, pour reprendre l'expression de Luc Hülsmann. Et puis, pour terminer en quelques mots, ce que je vois également comme un enjeu aujourd'hui pour les abolitionnistes,
Et là, peut-être que c'est quelque chose de plus valable pour les États-Unis, et peut-être que vous me direz ce qu'il en est pour le Canada. Mais je vois également un risque d'autonomisation des luttes abolitionnistes par rapport à d'autres champs de lutte. Pour dire les choses en clair, il y a, à mon avis, le risque que l'abolitionnisme puisse constituer un champ séparé des luttes féministes, des luttes décoloniales, des luttes contre le racisme, des luttes contre le capitalisme. Et en tout cas, moi, la vision que je défends de l'abolitionnisme, c'est une vision politique, foncièrement décoloniale, foncièrement féministe, anticapitaliste, et que cette autonomisation d'un champ abolitionniste le rend aussi susceptible d'être récupéré par des politiques qui continueraient finalement, sous prétexte d'approche moins punitive, à étendre le filet pénal. Je m'arrête là parce que je suis un peu bavarde et il faut bien s'arrêter à un moment donné. Merci, Gwenella. On va passer à Mylène. D'accord. Eh bien, merci tout d'abord pour l'invitation. Je connais les travaux de Gwenella. C'est une belle occasion de la rencontrer pour la première fois. Donc, je suis impressionnée aussi par l'audace parce que moi, je vais parler un peu de mon parcours, comme Gwenella l'a fait, en fait, beaucoup plus âgée qu'elle. Donc, moi, en fait, je suis abolitionniste depuis 1984, précisément. Comme j'étais étudiante à l'époque à l'école de criminologie, j'ai eu la chance d'avoir pendant un trimestre au complet l'enseignement de Lou Kulsmann. C'est un personnage absolument charmant. Il m'a assez convaincue par sa perspective. Donc, mon adhésion en fait à cette approche-là remonte à pas mal de temps. Puis je dirais qu'il y a un deuxième renforcement de cette perspective qui s'est manifesté très rapidement par mon entrée dans le monde des relations entre les Autochtones et le système pénal, parce que là, je dirais que ça m'a permis, pour deux raisons principales, de renforcer mon adhésion. Premièrement, parce que c'est sûr, quand on commence à rentrer dans ces études-là, on voit que le système pénal est un instrument particulièrement efficace et voilà, qui a été un système imposé aux Autochtones et qui reproduit vraiment le colonialisme. Et moi, je prétends encore qu'aujourd'hui, malgré les avancées qui tiennent d'ailleurs aux luttes, aux revendications des Autochtones, mais pas uniquement, il y a aussi des non-autochtones qui ont participé à ça. Donc, on est peut-être entré dans une ère de décolonisation, mais donc ça a été une raison fondamentale pour me dire il faut faire les choses autrement, il faut sortir du pénal sur un plan plus structurel. Puis l'entrée aussi dans l'étude des relations entre autochtones, ça m'a permis aussi de renforcer la perspective abolitionniste par le biais de la prise de conscience que l'approche punitive n'est pas universelle. Alors, par le biais de la connaissance des pratiques traditionnelles de résolution de conflits, c'est vrai qu'on se rend compte que la punition n'est pas quelque chose de naturel et qu'il y a des sociétés qui fonctionnent avec une autre optique que la justice punitive. Et d'ailleurs, les abolitionnistes ont beaucoup utilisé ces connaissances-là pour faire valoir leur perspective. Donc voilà un peu pour mon parcours. Et voilà, c'est sûr que maintenant, depuis les années 94, que j'enseigne et que je suis professeur en criminologie, je me suis spécialisée sur les questions autochtones, mais aussi tout ce champ des alternatives au système pénal, avec notamment la médiation qui est utilisée en contexte pénal et la justice réparatrice. Alors, dans le temps qui m'est imparti, je ne sais pas, je vais faire comme Gwenella, il faudra me truc, même si des fois je déborde et je suis un peu bavarde. Je vais commencer par ma conclusion. Quand j'ai lu l'annonce, en fait, de la proposition de rencontre aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'il y avait un certain enthousiasme. C'est vrai qu'il y a un regain d'intérêt par rapport à l'abolitionnisme, mais je suis très méfiante parce que je trouve que l'abolitionniste a toujours été
quelque chose de plus discursif avec, malgré tout, comme le dit Gwenola, je suis tout à fait d'accord avec un certain nombre de mouvements, et on le voit aujourd'hui. Mais moi, je suis relativement pessimiste parce que je trouve que si je regarde, par exemple, la médiation en contexte pénal et la justice réparatrice, eh bien, on se rend compte que ces approches, puis je vais clarifier ce qu'on entend par là, ne sont pas parvenues à porter la perspective abolitionniste, ne sont pas parvenues à transformer le système pénal. Et puis, je propose 3 hypothèses. Pourquoi la médiation et la justice réparatrice n'y sont pas parvenues? La première hypothèse, on peut se dire, c'est parce que peut-être la médiation et la justice réparatrice ne sont pas porteuses fondamentalement de la perspective abolitionniste parce que dans leurs principes, dans leurs valeurs, dans leur perspective, elles ne le sont pas. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième, si on essaie d'imaginer que peut-être la médiation et la justice réparatrice sont fondamentalement abolitionnistes ou porteuses de ces perspectives-là, elles ont peut-être été mises en échec et marginalisées. Ça, c'est la deuxième hypothèse. Puis la troisième hypothèse, c'est peut-être que la médiation et la justice réparatrice ont été transformées par le système pénal, un peu phagocytées par le système pénal. Alors, moi, je propose ces 3 hypothèses-là, avec très rapidement une différence. Qu'est-ce qu'on entend par médiation? Qu'est-ce qu'on entend par justice réparatrice? La médiation, c'est un processus qui fait intervenir un tiers, qui accompagne les parties à un conflit, un tiers que l'on dit impartial, etc. Avec l'idée, je pense que c'est assez fondamental, le pilier, pour reprendre un peu ce sur quoi s'appuie Gwenola, notamment Nils Christie, qui a effectivement fait valoir le fait que les gens sont dépossédés par leur conflit quand ils arrivent dans le système pénal. Précisément, la médiation vient dire on va redonner aux parties la possibilité de se réapproprier leur conflit ou de s'approprier leur conflit et de trouver elles-mêmes la solution. Donc, ce n'est pas de l'arbitrage, ce n'est pas du jugement. Donc, le médiateur est un accompagnateur. Puis la différence avec la justice réparatrice, c'est plus un modèle général, une politique, un modèle de justice qui peut mobiliser un certain nombre de processus différents, dont la médiation, mais pas uniquement. Alors, d'emblée, je dirais aussi que la justice réparatrice, un peu comme l'abolitionnisme, il faut parler des justices réparatrices et qu'il y a des conceptions qui sont très différentes, mais je vais revenir là-dessus, ça va être un peu le propos que je vais. Alors, en partant de mes 3 hypothèses, moi, je dirais tout de suite d'emblée que c'est vrai que la médiation et la justice réparatrice, historiquement, ont été porteuses de la perspective abolitionniste. La médiation, grosso modo, émerge dans les années 70 et la justice réparatrice, comme formalisation peut-être un peu plus tardivement, on va dire dans les années 80-90, avec un des gourous de la justice réparatrice, Howard Zehr, il y a eu en Belgique, Lotte Walgrave notamment, Horvitz, les travaux d'Horvitz aux États-Unis, etc. Je ne veux pas rentrer dans tout ce détail-là, mais cette formalisation, cette mise en forme un peu paradigmatique de la justice réparatrice, elle naît un peu plus tardivement, on va dire, dans les fin des années 80. Et c'est vrai, quand on examine les prétentions de ces processus et de ces modèles, on se rend compte qu'ils sont issus de mouvements profondément critiques à l'égard du pénal. Je reprends la formalisation de Faget, j'en ajoute une de par mon champ de spécialisation. Elles sont issues d'une critique des institutions qu'on dit totalitaires. Gwenola connaît bien ça, ça vient notamment des États-Unis, mais c'est des mouvements sociaux, mais c'est aussi des mouvements qui sont nés dans les universités. Donc, il y a une critique fondamentale de l'institution pénale en disant, voilà, elle stigmatise, elle sélectionne les populations les plus vulnérables, elle incarcère à outrance des populations qui sont socialement déjà marginalisées, donc elles reproduisent en fait des marginalisations qui sont en amont et ne résout absolument pas de problème de criminalité. Et pour le dire à la Foucault, elle protège en fait les élites qui, elles,
ont leur propre conduite illégale, mais qui ne se rendent jamais dans le système pénal. Donc voilà, c'est le premier mouvement critique. Il y a eu une critique aussi du traitement des victimes. Donc oui, il y a une réelle préoccupation dans ces perspectives-là de la place laissée aux victimes. Il y a aussi le troisième mouvement de critique de toute la perspective réhabilitative et notamment Lotte Valgrave a bien formalisé le fait que la réhabilitation est peut-être une sorte de punition déguisée. Donc il y a eu aussi tout ce mouvement critique à l'égard de la punition et également la critique du colonialisme. Et là, ça a permis aussi de découvrir effectivement qu'il y avait des sociétés et des peuples qui fonctionnaient différemment que cette justice occidentale qui a eu cette prétention à l'universalité de son modèle de justice. La justice réparatrice comme modèle est abolitionniste, je dirais, dans sa première version, par deux portes d'entrée. La première porte d'entrée, c'est elle propose de déconstruire la notion de crime et de dire, bon, c'est pas intéressant de s'intéresser à la transgression, à un ordre juridique. Il vaut mieux déconstruire cette notion de crime et de voir que c'est une conduite finalement qui a engendré des conséquences. Et il faut s'occuper de ces conséquences. Donc là, c'est une porte extrêmement intéressante parce que ça vient déconstruire la notion de crime et je pense que c'est sur un plan pragmatique une voie, une stratégie pour qu'on puisse développer une perspective abolitionniste. La deuxième porte d'entrée, c'est la finalité, de ne plus se centrer sur la punition, mais la réparation. Donc pour moi, c'est les deux portes d'entrée. C'est ce que d'ailleurs Lotte Valgrave appelle la perspective maximaliste de la justice réparatrice. Et donc, il propose de s'orienter vers la réparation et délaisser complètement la punition. C'est ce qu'il appelle donc, et ça laisse place, d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant dans sa perspective, d'où la distinction de justice réparatrice et médiation, parce que Lotte Valgrave, notamment, explique qu'on peut sanctionner de manière réparatrice ou restaurative, pour reprendre l'expression française. Et pour lui, la perspective maximaliste qui est intéressante, c'est de dire si on ne réduit pas les résolutions uniquement par le dialogue et qu'on laisse place à des sanctions réparatrices et non pas punitives, ça permet en fait d'aller beaucoup plus loin, de maximiser, d'où l'idée de perspective maximaliste, ça permet de maximiser les possibilités de faire justice autrement. Parce que sinon, si on se dit que la panacée sera la médiation, on ne pourra jamais, à mon avis, abolir le système pénal par la médiation, parce que la médiation est un processus de dialogue qui nécessite du consentement de la part des personnes. Et on ne pourra jamais obliger des gens. Donc la médiation, oui, mais elle est d'emblée, de par ce qu'elle est, limitante, limitative dans ses capacités de transformer. Donc voilà, je réponds à ma première hypothèse. Donc résolument oui, ça a été pour moi abolitionniste dans ses fondements, mais notamment le néolibéralisme qui pointe son nez vers la fin des années 70 commence déjà à transformer ces mouvements-là. Et je vais donner un exemple par rapport à la médiation. Ce qui est très intéressant, c'est de voir comment le néolibéralisme va sauter à pieds joints aussi et se dire que ce sont des bonnes choses, ces pratiques-là, parce que ça permet, dans une logique d'efficience, de faire des économies de coûts. Ça permet de déléguer à certaines instances de la société civile des fonctions qui étaient autrefois dévolues à l'État. Donc, ce qu'on appelle un peu la bifurcation du système pénal, où le pénal va continuer à gérer et s'occuper des crimes graves et les petites incivilités, les petits délits par ce qu'on appelle ces alternatives, est complètement renforcé par le néolibéralisme. Et là, on voit apparaître vraiment une transition absolument fascinante de voir comment ces pratiques de médiation qui mettaient au cœur de leur processus, notamment l'idée de l'empowerment, cher à Christie, de redonner du pouvoir, ce qui est très cher à la perspective néolibérale, c'est notamment de se dire il faut responsabiliser les gens. Maintenant, on est responsable de sa santé, on est responsable
dans une perspective ultra-libérale et ultra-individualiste. Donc, en fait, on a transité, on a glissé très rapidement d'une médiation qui mettait au cœur de son principe l'idée d'une critique fondamentale en redonnant du pouvoir aux gens, dans le sens de s'émanciper des institutions. Et bien, avec la perspective néolibérale, on voit tout ça se transformer pour, c'est merveilleux, ces rencontres de dialogue, parce que les gens sont responsables de leur affaire. Donc, on transite d'une notion d'empowerment vers quelque chose qui est une responsabilisation. Et là, pour moi, on a là le glissement, pour répondre à mon hypothèse, où ces alternatives vont être transformées structurellement et dans leur fondement vers quelque chose qui va être instrumentalisé par l'État, et on va incorporer ces approches-là. Donc, en résumé, la médiation qui subsiste, déjà, elle est extrêmement marginale, elle n'a aucune influence sur les taux de judiciarisation. C'est plus une alternative aux alternatives qu'une alternative aux punitifs. Donc, c'est une alternative, par exemple, à la perspective réhabilitative. Donc, en lieu et place des travaux communautaires, on va mettre la médiation, mais ce n'est pas une alternative aux punitifs. Et d'ailleurs, voilà, le mouvement vers lequel on est parvenu, c'est davantage de se dire qu'on a développé des punitions alternatives plutôt que des alternatives aux punitifs. Alors, pour moi, on en est là. On est beaucoup au niveau du discours. Par exemple, le Québec se tarde d'être très à l'avant-garde, etc. Et moi, je pense qu'il faut faire attention de ne pas confondre, parce qu'il y a eu une réelle expansion de ces approches-là à l'intérieur du système et pas juste en amont. Mais ça veut dire qu'on est rentré dans quelque chose qui est complètement complémentaire au punitif. Donc, le punitif continue à fonctionner, mais on punit autrement. On punit autrement. Donc, voilà, je dirais qu'on est beaucoup plus dans l'idée que ces alternatives sont devenues complémentaires ou punitifs. La justice réparatrice est très pénalo-centrique, c'est-à-dire que on est dans une idée de la juxtaposition de mesures. Donc, on punit et on répare en même temps. Mais donc, on n'est plus du tout dans l'idée que Alors, pour moi, là-dessus, la justice réparatrice et la médiation ne sont pas du tout parvenues elles ont perdu, d'ailleurs, en cours de route, leur perspective transformatrice. Et je pense que la médiation et la justice réparatrice sont devenus des outils, par exemple, de renouvellement de la perspective réhabilitative, par exemple. Mais le punitif, à mon avis, a été très peu altéré, avec l'exception, je pense, que pour des raisons politiques, les Autochtones parviennent à avoir un certain rapport de force qui va peut-être permettre à ce qu'on sorte du punitif et par les brèches qui ont été introduites dans le code criminel, notamment, qu'ils parviennent à développer, comme ils l'ont fait avec la protection de la jeunesse. On va voir maintenant, parce que le pénal est toujours très résistant par rapport à ça. Donc, voilà. Alors, je termine. Je pense que ça va, j'ai encore quelques minutes. En conclusion, parce que voilà, on a parlé des enjeux contemporains. Moi, je pense qu'il faudrait, au risque peut-être de chahuter un peu ma voisine, mais je pense qu'il faudrait abolir la notion d'abolitionnisme parce qu'elle est peu porteuse politiquement. Elle fait peur. Moi, je suis toujours en train de devoir expliquer qu'on ne veut pas abolir le système, mais on veut le transformer, on veut abolir l'aspect punitif. Mais moi, je pense qu'il faut changer d'acception, il faut changer de notion. Moi, je pense qu'il faut reparler de nouveau de justice dans une notion beaucoup plus large. En fait, pour abolir le pénal, il faut sortir de cette référence au pénal et de revenir vers quelque chose qui remet en avant la notion de justice sociale et ne même plus parler de justice pénale, mais de parler de justice sociale et du rôle de ces instances comme la police, les juges, les tribunaux, etc. Dans cette optique de justice sociale, il faut désenclaver
le pénal pour resituer toutes ces institutions-là dans cette notion de justice sociale. Moi, j'insisterai aussi pour dire qu'il faut arrêter de penser que c'est une utopie. Et je pense qu'il faut arrêter de construire ça comme un mouvement d'idées, mais d'utiliser vraiment sur un plan très pragmatique et empirique des données qui font valoir toute la pertinence de s'orienter vers une transformation du punitif et l'abandon du punitif. Donc voilà, moi je conclurai un peu là-dessus mes propos. Alors, merci. En fait, je vais dire ajouter un truc sur ce que j'ai dit dans la présentation. Je pouvais laisser entendre que j'ai l'impression que les critiques aux institutions pénales sont en train de le mettre en branle, mais je suis plus comme vous, je pense que je partage votre pessimisme. Je crois que les critiques qui ont été adressées, surtout dans la foulée de Black Lives Matter, a servi de tremplin à une sorte de contre-réforme de ces institutions-là. Présentement, au lieu de décroître le financement de la police de Montréal, on l'a augmenté. J'ai l'impression que la création de brigades mixtes à Longueuil ou à Montréal sert surtout à garder un monopole sur les interventions. Puis j'ai l'impression, mais là, c'est mon biais peut-être de lecture, puis j'ai l'impression aussi que certaines réformes qui vont être mises en place dans le carcéral sont un peu des interventions de façade. Hein. Je pense qu'on a parlé que le gouvernement Trudeau était pour modifier ou abolir la réclusion cellulaire, le trou, mais en réalité, je crois qu'on est passé de 23 heures de réclusion à 22 heures par jour. Alors, ce n'est pas quelque chose qui change fondamentalement la donne, puis la manière dont on gère une communauté recluse. Alors, oui, moi aussi, je partage ce pessimisme-là. Évidemment, je crois aussi que le terme abolitionniste fait peur. Évidemment, il faut toujours l'expliquer et quelque chose il va peut-être falloir inventer de nouveaux concepts ou dépasser ça. On a encore un peu de temps pour se parler. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose à la suite du commentaire de Mylène? Oui, il y a un milliard de choses dont j'aimerais continuer à discuter, donc je vais devoir faire un choix, mais peut-être réagir à ce que tu disais sur abolir l'abolitionnisme, puisque tu te demandais de quelle manière je pourrais entendre ça. Et après, bon, je dois dire que je tiens encore à ce terme d'abolitionnisme, parce que de la même manière qu'avec le terme féminisme, je pense que ça permet quand même de délimiter un champ de discussion et peut-être de rappeler la nécessité de ces questions-là. Mais dans le même temps, ce que je disais, alors de façon sans doute différente, mais je pense que quand même ça rejoint certaines de tes préoccupations, quand je mettais en lumière le fait qu'il y a un risque d'autonomisation du champ de l'abolitionnisme par rapport à d'autres champs de lutte, je pense qu'on se rejoint dans sans doute les préoccupations qu'on peut avoir politiquement. Parce que, évidemment, quand je dis qu'à mon sens, il ne faut pas qu'il y ait une autonomie totale de l'abolitionnisme par rapport à d'autres champs de lutte, c'est bien qu'à l'esprit, j'ai la question de la justice sociale et de comment on transforme les conditions sociales et non pas simplement comment on ouvre des brèches ou on aménage. Et d'ailleurs, enfin, pour poursuivre un petit peu sur cette question-là, c'est aussi ce qui peut me préoccuper aujourd'hui avec le développement des justices, alors qu'ils peuvent avoir des noms différents selon les endroits. On parle parfois de justice transformative, de justice communautaire, des façons dont certains groupes s'emparent de formes de résolution des conflits pour éviter le recours au système pénal. Et du coup, est-ce que vous voyez à quoi je fais référence? Parce que des fois, le vocabulaire peut être un petit peu différent, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, on parle plus de justice transformative. Et donc, des initiatives qui me semblent, d'un point de vue politique, nécessaires, mais qui, en même temps, à mon sens, témoignent de l'idée qu'on pourrait s'aménager des espaces séparés du reste de la société, donc en ne recourant pas au système pénal, sans pour autant remettre en cause ce qui constitue fondamentalement l'organisation de la société.
Et du coup, des rapports de domination qui sont liés au système capitaliste, au racisme, au patriarcat. Et du coup, pour moi, dans le champ politique, il y a un vrai enjeu de ne pas, de sans doute accompagner ces initiatives-là, mais de recentrer quand même la question sur les structures sociales. Mais tu vois, c'est la raison pour laquelle moi je pense qu'il faut absolument se décentrer par rapport au pénal, parce que ce n'est pas l'alternative au pénal qu'il faut mettre de l'avant, c'est l'alternative au punitif. Et on peut reproduire de façon extraordinaire des modèles punitifs en dehors du pénal. Le pénal n'a pas le monopole de cette conception punitive dans les formes de résolution. C'est la raison pour laquelle moi je pense que l'abolitionnisme a été, mais peut-être pas dans la troisième vague, je crois que tu parles d'une troisième vague, mais en tout cas à ses débuts étaient très centrés quand même sur le travail à faire sur le système de justice, le système pénal. Mais moi je pense qu'il faut travailler davantage au développement d'alternatives à ce modèle punitif. Non, mais je ne peux qu'être d'accord avec toi, mais c'est vrai que aujourd'hui, en tout état de cause, lorsqu'on parle d'abolitionnisme, on parle finalement assez peu de la punition, et y compris de la punition, par exemple, dans les questions d'éducation des enfants. Moi, c'est une question qui me tient assez à cœur et qui, je pense, est un enjeu, en fait, pour les mouvements abolitionnistes. Alors, évidemment, au-delà des questions de critique du système pénal, je pense qu'on aurait tout autant d'intérêt à se poser la question et à travailler, en fait, sur les questions d'éducation et de comment on sort des approches punitives dans l'éducation. Et là, tu vois, si j'enchaîne, moi, je pense qu'on parlait de solutions, de stratégies, je pense que les perspectives abolitionnistes devraient ne pas craindre d'emboîter le pas sur quelle réponse donner sur du court terme. Parce que souvent, on se fait un peu attaquer sur ça, c'est que ça paraît une perspective des fois utopiste sur du long terme, c'est la transformation, c'est l'éducation, c'est la prévention, c'est une justice sociale qui va redistribuer des ressources, où on va travailler sur l'abolition peut-être de formes d'oppression comme le patriarcat, le colonialisme. Ça, moi, alors je suis entièrement, évidemment, favorable à ce qu'on travaille sur ce plan-là, sur un plan très structurel, mais je pense qu'il faut aller aussi au niveau micro et un niveau aussi pragmatique sur qu'est-ce qu'on fait sur du court terme quand, par exemple, quelqu'un menace l'intégrité physique de quelqu'un. On fait quoi dans une perspective abolitionniste? Et ça, je pense que les abolitionnistes ont eu beaucoup de difficultés à oser embarquer là-dedans parce qu'il faut reconnaître que parfois, la vie en société fait en sorte que, oui, il y a des gens qui sont menaçants par rapport à autrui, par rapport à que ce soit des violences familiales, ou etc. Et c'est la raison pour laquelle moi j'insiste beaucoup pour dire qu'il faut stratégiquement donner des réponses par rapport à ça. C'est pour ça que moi je fais l'apologie d'une perspective abolitionniste qui soit très pragmatique pour la sortir de cette vision qu'on a que c'est un grand mouvement d'idées, mais qui est complètement irréaliste. Moi, c'est la raison pour laquelle auprès de mes étudiants, souvent, je les fais travailler sur la notion de punition. Pourquoi punir? Qu'est-ce que ça donne, la punition? Et la réponse que l'on a habituellement, c'est de dire, oui, mais il y a des gens qui menacent les gens. Ah, je dis, alors vous confondez punition. You wanted to speak to me? Vous confondez punition et protection. L'abolitionnisme ne veut pas dire qu'on va abolir des procédures de protection dans des cas très concrets. Et là, je vais donner aussi l'exemple des pavillons de ressourcement pour les autochtones.
on peut transformer des lieux qui sont des lieux qui permettent quand même de protéger des personnes et des communautés, mais en faisant complètement autrement, c'est-à-dire de prendre soin des gens. Mais la mise à l'écart, parfois, elle est nécessaire. Donc, l'exemple des pavillons de ressourcement, il y a des pavillons de ressourcement pour autochtones qui travaillent avec, bon, il n'y a pas nécessairement des gardiens, avec des uniformes, etc. Ils vont transformer les relations à l'intérieur des prisons. Mais voilà, moi, je pense qu'on ne peut pas abolir ces institutions-là qui sont parfois nécessaires momentanément. Voilà. Et voilà, moi, je pense, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que là-dessus, l'abolitionnisme, pardon, peut oser aller dans quelque chose de pragmatique et concret. Je pense que stratégiquement, il faut la sortir de là aussi. Je ne sais pas ce que tu en penses. Alors, moi, ce que je vois, et encore une fois, de toute façon, on est là aussi pour voir comment, depuis nos perspectives qui sont situées géographiquement, situées aussi socialement, on peut, tout ça peut faire sens. Mais c'est vrai que ce que je vois de plus en plus aux États-Unis, et puis ça commence à naître en France, c'est ce mouvement de justice transformative qui, à mon sens, répond à ce que tu dis, en fait, ce besoin de répondre de façon pragmatique, de façon abolitionniste à des situations de problème, à des situations de tort. Et c'est vrai que j'entends ce besoin-là pour aussi un certain nombre de communautés qui sont, pour plein de raisons particulièrement vulnérables, qui ont besoin de réponses non punitives, non pénales à des situations problèmes. Et en même temps, moi, j'ai beaucoup de réserves parce que je ne pense pas que dans le système capitaliste, dans le système tel que nous le connaissons, on puisse vraiment se détacher d'un certain nombre de rapports de domination. En clair, ma crainte, et c'est plus qu'une crainte, il y a des raisons de dire ça, c'est que, en fait, sans un certain nombre de précautions, des formes de justice non pénales peuvent à la fois s'appuyer, renforcer, par exemple, du racisme, du patriarcat. Et du coup, pour moi, il ne peut y avoir d'abolition sans un changement de société. Et du coup, je suis dans une position sans doute plus ambivalente que la tienne, ou peut-être qu'on dit les choses différemment, où je pense que c'est nécessaire d'expérimenter, où c'est nécessaire d'avoir des formes non punitives, non pénales, mises en œuvre par des communautés, des groupes d'individus. Et en même temps, je pense que qu'il y a un risque d'entretenir une illusion qu'on pourrait changer sans vraiment changer le système. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire, mais moi, en fait, pour être bien clair, c'est que je suis d'accord avec l'idée de transformer en amont des structures, des rapports de pouvoir, des politiques, etc., qu'on travaille au niveau de l'éducation. Structurellement, il y a des changements à faire, mais je pense que parallèlement, on ne peut pas faire fi de difficultés imminentes comme ça. Là. Et c'est ça que je veux dire. Ce n'est pas l'un exclurait l'autre, c'est que je pense qu'il faut travailler en parallèle les deux. Pour moi, c'est extrêmement important. C'est ce qui a fait que la perspective abolitionniste a été perçue comme plus un mouvement d'idées qu'un mouvement pragmatique avec des réponses très concrètes. Aujourd'hui, on parle à Montréal, il y a une reprise en fait, d'une certaine violence avec des gangs de rue, par exemple. Là, il y a un taux d'homicide qui a réaugmenté, etc. Je pense qu'on ne peut pas mettre ça de côté. Qu'est-ce qu'on fait concrètement face à ça? Et je pense que le jour où on aura ces réponses-là, où les abolitionnistes vont pouvoir répondre à ça, on fera beaucoup de chemin. Et là, si je peux me permettre d'ajouter aussi quelque chose, c'est que tu le disais bien au début, la version soft de l'abolitionnisme, ça a été de vouloir abolir les prisons. On a pris ce bout-là, mais je pense que ce qui va être extrêmement réformateur et transformateur et qui se décide un petit peu, c'est de travailler au niveau de la police. C'est la porte d'entrée du système.
Et stratégiquement, moi, je pense que s'il y a quelque chose à faire et de mettre toute son énergie, c'est de travailler à la transformation de la police, mais en amont, c'est-à-dire transformer les modèles de ce qu'on appelle l'ordre public ou le maintien de l'ordre public. Moi, j'aime bien d'ailleurs ce que les Autochtones traditionnellement avaient mis en place. Ils parlaient des peacekeepers, hein, c'était des gardiens de la paix. Donc, de peut-être introduire complètement un autre modèle de police. On dit souvent qu'il y a toute une image et un stéréotype à l'égard du travail policier. Si on s'en va ici, ce qu'on appelle les techniques policières au cégep, si on faisait des sondages auprès des étudiants, qu'est-ce qui les attire dans la fonction policière? Il y a beaucoup de stéréotypes, mais je pense que si on arrivait à briser ces stéréotypes-là et de montrer ce qu'est le véritable travail policier, on aurait d'autres profils dans ces... et moi, je pense que c'est à ce niveau-là, déjà au niveau de la formation, qu'il faut changer. Bon, la police de Longueuil est un... Sylvain, tu me mentionnais, la police de Longueuil est en train d'introduire des changements qui sont extrêmement intéressants sur les profils, de faire valoir les compétences, par exemple, émotionnelles, et non plus les compétences physiques, combien de fois ça a été porté en ridicule, cet aspect-là. Tu es un bon policier parce que tu cours vite, je veux dire, mais tu es peut-être un bon policier si tu sais écouter, si tu sais comprendre, si tu sais avoir de l'empathie. Donc, ce que le chef de police de Longueuil, Daguerre, est en train de faire, c'est ça. Et ça, c'est une révolution. Et pour moi, l'abolitionnisme passe par des transformations aussi comme ça, mais en amont. Moi, vraiment, je pense que le gros morceau, c'est au niveau de la sécurité publique. Je vais rebondir là-dessus, si tu veux bien, parce que justement, j'y crois aussi. Tantôt, je parlais du monopole des interventions, ce que je croyais avec la création de brigades mixtes. Mais effectivement, puis à la défense des policiers, ils ont beaucoup de chapeaux à porter. Puis, je pense qu'on est dans une société où il y a une sorte de guichet unique à chaque fois qu'il y a un conflit, une voiture mal garée, un chat dans un arbre pris, peu importe, on se réfère à eux pour qu'ils viennent nous délivrer de tous les fléaux, de tous les maux. Puis je pense que c'est beaucoup pour les agents de la paix de devoir être à la fois psychologues, travailleurs sociaux, hommes de bras et tout ça. Alors, je dis ça parce qu'il y a un théoricien, peut-être que c'est Alex Vitale, qui a écrit End of Policing, donc qui est sur l'abolition de la police, qui, lui, propose en fait de concevoir comme des brigades de substitution. Hein, comme ça, lorsqu'il y a, selon les cas, les appels, les besoins, ben, c'est différents types de personnes qui ne sont pas des agents armés qui vont se présenter. Alors, ça va être quelqu'un qui a un problème, crise psychologique, une sorte de crise, rupture, ben, ça va être évidemment des gens qui ont cette compétence-là qui vont y aller. Un truc de stationnement, ça ne sera pas un homme armé encore qui va aller. L'idée, c'est de réserver peut-être la force armée en dernier recours pour des situations qui nécessitent ça. Alors, l'idée, ça... la force, même pas armée. Oui, c'est ça, mais pas toujours aussi avoir la menace du judiciaire ou du pénal derrière ça, puis essayer donc de tomber dans une réflexion de médiation, aussi dans un rapport pour calmer les esprits. Puis évidemment, faire désescalader les situations conflictuelles. Alors, je pense que c'est ça, il y a des propositions concrètes qui se font dans ce champ-là, évidemment, autant chez des théoriciens comme Vitale, avec End of Policing, mais aussi End of Police, j'oublie le terme, ou des gens qui sont évidemment comme je pense à Mariam Kaba, qui parle beaucoup d'éduquer les jeunes à l'usage de la violence, pour les sensibilités, pour pas qu'ils empruntent ce chemin-là, puis qui appellent à des investissements communautaires. L'idée serait peut-être, on sait ici à Montréal, il y a des agents de stationnement très efficaces qui donnent des contraventions pour les voitures mal garées. Avant, c'était des policiers qui faisaient ça. Et maintenant que ce ne sont plus des policiers, bien évidemment, la ville fait, en fait, ça marche très bien là, de ce côté-là. On peut atteindre une efficacité sans avoir recours à des agents qui avaient cette fonction-là avant. Alors, je pense qu'il y a quelque chose comme ça dans la réflexion sur la police. Oui, et je pense qu'il faut aussi que les gens comprennent que
on ne pourra jamais abolir le conflit. L'abolitionnisme n'est pas là pour abolir le conflit. Il est là pour abolir la manière de répondre au conflit. Et que toute vie en société, je ne sais pas, on est 4 personnes autour de la table, pour l'instant on s'entend bien, mais il pourrait y avoir un conflit qui serait tout à fait normal, qu'il y en ait un de conflit. Alors ça, je pense aussi de sortir de cette idée d'éradication de tout conflit. L'abolitionnisme n'est pas ça. L'abolitionnisme n'est pas l'abolition du crime ou du conflit. Du coup, pour réagir peut-être un petit peu à tes propos, Mylène, d'il y a quelques minutes, et puis au propos de Sylvain, moi, je dois dire que, par exemple, je ne me définis pas comme abolitionniste de la prison. Alors, en France, on va utiliser l'expression militant anticarcéral, ou militante anticarcérale, par exemple, pour parler justement de cette lutte spécifique sur pour l'abolition de la prison. Alors, tout simplement parce que je pense que l'abolition de la prison, elle ne va pas être le fait des abolitionnistes, mais simplement des évolutions technologiques qui vont faire que, à terme, plus ou moins proche de nous, ce sera plus économiquement rentable d'avoir des gens enfermés entre 4 murs et qu'on aura des instruments technologiques qui permettront de surveiller, de contrôler les déplacements et que du coup, assez naturellement, la prison va devenir obsolète, pour voler l'expression à Angela Davis. Mais du coup, pour moi, ça me paraît, oui, peut-être que l'expression est un peu rapide, mais ça me paraît quasiment une lutte d'arrière-garde, en fait, de se battre contre la prison, parce que en termes de développement de la pénalité, ce qui me semble beaucoup plus inquiétant et beaucoup devant être l'objet de nos préoccupations, c'est plutôt le développement de toutes ces autres mesures, hein, ces punitions soft, hein, on peut les appeler de multiples manières, mais tout ça me semble beaucoup plus un enjeu pour notre futur, notre façon de penser les peines, les résolutions de conflits, etc., de comment voilà, d'avoir une approche critique du développement de ces pratiques-là. Je voulais aussi rebondir un petit peu sur la question de la police, parce que il y a aujourd'hui quand même pas mal de débats sur le développement des alternatives, on peut les appeler de différentes manières, notamment en réponse au meurtre de George Floyd. Et ce développement des alternatives rejoint ce que tu pouvais décrire, Sylvain, et c'est vrai que je ne connais pas ce qui se passe exactement au Canada, mais ça sonne quand même assez familier à mes oreilles qui sont plus attentives à ce qui se passe aux États-Unis, hein, de déléguer en fait certaines tâches qui auparavant revenaient à la police à d'autres types d'agents, d'avoir davantage le déploiement de travailleurs sociaux ou de personnels médicaux dans certaines situations. Et je pense qu'il faut quand même prendre tout ça avec des pincettes ou un certain recul, parce qu'il faudrait quand même garder à l'esprit que lorsque, en tout cas en tant qu'abolitionniste, on parle d'abolition de la police, en fait en anglais on parle plutôt d'abolition du policing, hein, et donc de quelque chose qui est beaucoup plus vaste que simplement, finalement, les hommes en uniforme, les hommes et les femmes en uniforme, ou ce qu'on va désigner selon les pays, comme police, gendarmerie, etc. On parle plus généralement de fonctions sociales et de certaines tâches. Et du coup, quand on réfléchit, alors ce n'est pas du tout mon travail, hein, mais quand on réfléchit à c'est quoi qu'est-ce que fait le travail social à certaines populations, qu'est-ce que fait la prise en charge médicale de certains patients, je pense aux personnes souffrant de problèmes de santé mentale, on peut aussi dire, hein, que le policing, il n'est pas loin. Hein, il n'est pas loin, et parfois il est même au cœur même de ces fonctions de travail social, d'accompagnement de personnes souffrant de santé mentale. Et du coup, je dis ça parce qu'il y a aussi au sein des mouvements abolitionnistes aux États-Unis actuellement une critique de toutes ces réformes, hein, prises encore une fois dans le sillage du meurtre de George Floyd, pour dire mais attention, en fait, il ne s'agit pas, hein, c'est un risque avec
ce mot d'ordre de defund, définancer. Il ne s'agit pas de, finalement, pour dire les choses un peu rapidement, d'avoir moins d'hommes en uniforme avec des armes et puis plus de travailleurs sociaux, et puis finalement, les travailleurs sociaux, ils fassent le travail que faisait avant la police. Donc, il faut quand même avoir, à mon avis, ça à l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire de réduire, dans la perspective d'abolition, ce qui pose problème aujourd'hui avec ce que fait la police. Et de la même façon que tout à l'heure, tu évoquais la nécessité, sans doute dans toutes les sociétés, d'avoir des formes à des moments de contraintes, parce que lorsqu'une personne est menaçante, pourrait-on se passer de formes de contraintes physiques? Malheureusement, je ne le crois pas. Après, je garde l'hypothèse ouverte parce que peut-être que les générations futures sont plus malignes que nous et trouveront d'autres manières de faire. Mais bon, de la même façon qu'on peut dire que sans doute qu'avec les fonctions que remplissent aujourd'hui la police, il y a des choses dont on aurait du mal à se passer, comme des interventions dans des moments de crise, etc. Mais par contre, ce qu'on peut dire en tant qu'abolitionniste, c'est qu'aujourd'hui, on pense que la police fait plus de mal que de bien, qu'elle porte globalement plus de tort qu'elle n'apporte de bénéfices à la société. Et donc, pour moi, d'être abolitionniste de la police, réfléchir à toutes ces fonctions sociales sans tomber dans le piège de finalement d'avoir des gens qui, sans avoir l'étiquette de police, feraient un travail de police. Oui, parce que là, on ne fait que reproduire ces divers communicants et on n'a pas transformé grand-chose, on a juste transférer à d'autres les mêmes fonctions, les mêmes façons de travailler. Donc, ça revient au même, d'une certaine façon. Ça s'appelle plus police, mais